Bonjour, bienvenue dans le podcast La culture d'entreprise en action. Je suis Patrick Vigneault, cofondateur de Biharmoniste, et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'interviewer Patrick Martin. Alors Patrick est le président du groupe Martin Bolézou. L'histoire commence en 1829 à Bourg-en-Bresse, où Claude Bolézou crée une quincaillerie familiale qui devient au fur et à mesure des années un leader dans la distribution de fer. L'entreprise reste dans la famille au fur et à mesure des années et Patrick en prend les rênes. Et l'entreprise connaît à partir des années 90 une formidable accélération. Patrick réalise, je crois, 43 acquisitions. Donc le groupe Martin Bolézou, aujourd'hui, c'est 780 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2500 personnes, c'est 200 sites et c'est un leader français, c'est le leader français dans la distribution de fournitures industrielles et de matériel de seconde œuvre technique du bâtiment. Et voilà, donc c'est une entreprise familiale, Patrick va nous en parler. Patrick est aussi président délégué du MEDEF auprès de Geoffroy Roux de Bézieux. Et donc ça lui prend aussi beaucoup de temps, donc Patrick va nous en parler aujourd'hui. Patrick, bonjour. Bonjour. Écoute, merci encore de venir témoigner auprès des entrepreneurs. Alors raconte-nous un peu, présente-toi et raconte-nous un peu ce qu'est le groupe Martin Bolézou. Volontiers. Donc moi j'ai 61 ans. Après mes études supérieures, j'ai commencé à travailler dans une banque d'affaires et puis j'ai rejoint cette entreprise familiale en 1987. Ça commence à dater. Une époque où elle réalisait, c'était des francs, mais enfin l'équivalent de 50 millions d'euros de chiffre, avec un peu plus de 200 personnes, 3 établissements. Et une entreprise effectivement intégralement familiale. Tu l'as dit, Patrick, créé en 1829 et qui était à l'époque dirigée par mon père. Et si j'ai rejoint cette entreprise, c'est pas uniquement par atavisme, c'est pas uniquement par pression familiale, même si de manière très feutrée, elle existait quand même de tout temps, cette pression familiale. C'est parce que je pensais qu'il y avait des choses intéressantes à réaliser dans un métier qui est absolument passionnant, parfois un peu obscur pour les non-praticiens, mais passionnant. Pourquoi ? Parce que ça nous met au contact de très nombreuses entreprises. Actuellement, on facture à peu près 100 000 clients B2B professionnels très régulièrement et ça va de très grands groupes. Nos très gros clients, c'est EDF, chez qui on a de très gros marchés, c'est PSA, c'est Dassault, mais également une foultitude, et tant mieux, de tout petits clients, des artisans, singulièrement dans notre activité de distribution bâtiment. Donc beaucoup de richesse humaine, de contact dans la durée, avec une exigence qui était déjà forte en 87, qui est encore plus aujourd'hui, non seulement de service, mais de technicité et aussi de relationnel. Je pense que c'est ce qui distingue la distribution B2B du B2C, sans aucun jugement de valeur, c'est que on crée du lien, on travaille dans la durée et on accompagne nos clients qui eux-mêmes évoluent, progressent, parfois connaissent des difficultés. Donc de ce point de vue, du point de vue de la relation humaine avec les clients, mais aussi avec nos équipes internes, c'est très riche. Et puis sur le plan technique également, c'est très intéressant. Parce qu'on est sur de la distribution donc technique, ça va de composants hydrauliques jusqu'à des systèmes de climatisation assez sophistiqués. Pour imaginer les choses, mon groupe vend à peu près 450 000 produits différents chaque année et en tient en stock permanent quasiment 200 000. Ça renvoie à l'idée qu'on doit également avoir un partenariat très fort, équilibré, avec un grand nombre de fournisseurs. Là aussi, je fais une comparaison. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec la distribution de véhicules. Là non plus, c'est sans aucun jugement de valeur, où généralement on est tributaire ou en tout cas lié à quelques fournisseurs, parfois à un seul fournisseur. Nous, c'est plusieurs milliers de fournisseurs que l'on a. Et je le redis, sur des produits techniques, donc dans la relation avec nos fournisseurs, il y a une dimension formation, découverte et appropriation des produits. Alors voilà, tout ça pour dire que c'est un métier extrêmement riche. Et je finirai en disant que c'est un métier qui induit une proximité géographique également, parce que plus le temps passe, plus nos clients, qu'ils soient dans l'industrie ou dans le bâtiment, ont des exigences de réactivité, de délai de livraison extrêmement courts, et je le disais auparavant, de proximité technique et humaine. C'est ce qui nous a conduit
à passer au fil des ans par croissance organique ou croissance externe de 3 à dorénavant près de 200 établissements, alors essentiellement en France métropolitaine, mais également dorénavant en Slovaquie, au Maroc, où dans les 2 cas, on a accompagné quelques très gros clients industriels, mais également en Afrique de l'Ouest, où on travaille beaucoup dans l'oil and gas, comme on dit dorénavant en bon français. Donc une proximité technico-commerciale et humaine très forte, mais aussi la nécessité d'investir massivement, j'y reviendrai si tu le souhaites, sur des outils logistiques qui nous permettent de tenir ces stocks permanents extrêmement diversifiés et importants que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi d'assurer donc des délais de livraison, une fiabilité dans le respect de ces délais extrêmement forte. Voilà, donc un métier passionnant et une entreprise qui, bien que bientôt bicentenaire, évolue sans cesse, se digitalise à outrance, elle est très en avance par rapport à ses concurrents de ce point de vue, et a de très grandes ambitions pour les prochaines années, malgré mon âge canonique. Waouh. Ouais, moi j'ai eu la chance de te connaître il y a aussi très longtemps, mais tu démarrais en fait. C'était vraiment la passation. Tu prenais les rênes de l'entreprise véritablement. Déjà, focalisons-nous une seconde là-dessus. Comment s'est passée la transition? Parce qu'une entreprise familiale, c'est vraiment un phénomène très important en France. Il y a beaucoup d'entreprises familiales qui passent le relais. Comment toi s'est passé le relais? Est-ce que tu as gardé l'âme de l'entreprise? Est-ce que tu l'as fait évoluer? Alors, je me permets de te corriger. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises familiales qui passent le relais. D'ailleurs, il y a une démographie patronale qui est assez préoccupante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, en tout cas jusqu'à une période récente, une fiscalité qui bien souvent imposait aux actionnaires familiaux de céder au moment des successions en particulier, ou tout simplement parce que la fiscalisation du capital faisait que le rendement de ces investissements dans des entreprises patrimoniales n'était pas satisfaisant. Autant de situations auxquelles ma propre entreprise, ma propre famille ont dû faire face au fil des ans. Alors, pour autant, je ne pense que du bien des entreprises familiales, sans aucun parti pris, avec quand même une lucidité ou une parfaite conscience que ça n'est pas le nirvana, l'entreprise familiale, parce que par définition, par construction, il y a des interférences entre les relations familiales et les relations professionnelles. Donc, quand je suis arrivé dans l'entreprise donc en 87, c'est mon père qui la dirigeait. Et c'était sa passion, pour dire les choses, c'était sa vie, cette entreprise, au détriment de sa vie familiale et personnelle. Mais à ma grande surprise, il a très bien organisé la relève, la succession. C'est pas parce que c'est moi qui finalement ai repris les rênes que je dis ça. Très sincèrement, il était avant toute chose soucieux de la pérennité de l'entreprise. D'ailleurs, tout au long de sa vie professionnelle, il n'a pour ainsi dire jamais prélevé de dividendes, sauf pour, à une époque, précisément payer des droits de succession ou à un moment donné désintéresser son frère qui travaillait pas du tout dans l'entreprise. Il était artiste peintre aux États-Unis. Donc voilà une approche très entrepreneuriale de l'entreprise qu'en quelque sorte il m'a léguée. Donc la transition s'est passée dans les meilleures conditions. À ma grande surprise, mon père ayant organisé toutes ses donations avant même ses 60 ans, a quitté l'entreprise de fait. Il en est resté mandataire social pour des raisons purement fiscales, mais a quitté l'entreprise assez tôt et nous a fait confiance. Pourquoi je dis nous? Parce qu'à l'époque, mon frère travaillait dans l'entreprise. Et finalement, dès 91, c'est-à-dire 4 ans après que je sois arrivé, mon frère étant arrivé, lui, 2 ans auparavant, notre père nous a donné les rênes. Et pour l'anecdote, il y a une épreuve de vérité, puisqu'en 91, on a réalisé une opération de croissance externe qui était assez audacieuse. On reprenait un confrère qui appartenait à un grand groupe qui était plus gros que nous, qui était criblé de dettes et qui enregistrait des pertes chroniques. Et je me souviendrai toujours d'un entretien avec mon père qui nous a dit à mon frère et à moi: vous prenez vos responsabilités, si on saute, c'est vous qui perdrez tout, pour moi c'est déjà légué. On a pris ce risque, c'était une belle épreuve de vérité et il se trouve que ça a marché par le plus grand des hasards.
ça nous a mis le pied à l'étrier pour d'autres opérations. Et puis, j'évoquais les joies et les peines des entreprises familiales. Immanquablement, il peut y avoir des tensions. Ça s'est produit avec mon frère. C'était assez long à résoudre. Il a quitté l'entreprise et pour partie le capital. Et ensuite, on a eu à faire face à une succession du côté de ma sœur. Mais enfin, tout mis bout à bout, moi, je me suis employé de la manière la plus élégante possible, mais pas toujours, à devenir actionnaire majoritaire, ce qui est assez rare pour une entreprise de cette taille relative, de l'ordre de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires à ce jour. À la 7e ou 8e génération, on cultive pas vraiment la généalogie. Il n'y a pas de portrait des ancêtres dans notre siège social, mais quoi qu'il en soit, ça doit être la 7e ou 8e génération. C'est assez atypique, et c'est pas un titre de gloire qu'à lui seul, un actionnaire, une personne physique, contrôle la majorité du capital. Ce qui, du point de vue managérial, n'est pas inintéressant. Et alors, très intéressant d'avoir pris comme ça le flambeau et tu donnes tout de suite une accélération par les acquisitions. Donc, tu as parlé de cette acquisition, puis tu en as réalisé d'autres. Comment se sont passées les acquisitions? Comment arriver à… Est-ce que tu en as tiré des enseignements sur comment acquérir une entreprise et comment l'intégrer au mieux? Oui, alors nous, jusqu'à une période récente, en tout cas, on a une démarche très empirique. Bon, il se trouve que on connaît bien notre secteur d'activité. Dans une profession, dans des professions, il y a encore beaucoup d'entreprises patrimoniales et où donc le lien personnel entre l'éventuel vendeur et l'éventuel acquéreur joue. Mais donc une démarche assez empirique sachant grosso modo quel métier nous intéressait, quelle entreprise nous intéressait, quel territoire nous intéressait. Donc, je dois reconnaître que jusqu'à une période récente, on n'a pas eu de méthodologie, on n'a pas fait appel. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait c'est pas ma pente naturelle. Et je vais certainement offenser certains auditeurs. On n'a pas fait appel massivement ni à des banques d'affaires ni à des consultants, considérant, et l'expérience a démontré qu'on n'avait pas tout à fait tort, qu'on était assez aguerris pour avancer avec nos propres moyens. Bon, on a effectivement réalisé une quarantaine d'opérations, on en a raté, je veux dire, elles nous ont échappé au moins autant. Que dire de ces acquisitions? C'est un peu la loi des grands nombres. Il y a eu des fiascos retentissants, pas tellement liés au fait qu'on avait mal apprécié les cibles, mais plutôt au fait qu'on avait un process d'intégration, notamment une faiblesse sur le plan managérial qui ont pu conduire donc à certains échecs. Mais il se trouve que le hasard a fait que sur toutes nos grosses acquisitions, je m'entends, grosses à la taille relative de notre entreprise, on a plutôt bien réussi, et voire très bien réussi. Alors, bien réussi déjà au stade de la valorisation, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une relation de confiance qui existe entre les deux parties au moment des négociations. Et donc on a débouché sur des niveaux de valorisation, y compris d'ailleurs sur des opérations significatives et assez récentes, des niveaux de valorisation tout à fait convenables. Et puis on a déployé après une méthodologie depuis notre première opération de croissance externe d'ailleurs assez intégratrice en termes de système d'information, en termes de régimes sociaux, en termes d'enseignes. Qui a pu produire des effets négatifs parce que ça peut être déstabilisant pour les entreprises qu'on intègre, mais qui très rapidement nous ont permis de capitaliser sur un modèle en quelque sorte industriel, même si essentiellement nous restons des distributeurs, de sorte qu'à ce jour, les 43 entreprises qu'on a rachetées sont totalement intégrées et que ça nous permet un pilotage quand même très cohérent de notre stratégie, de nos actions, y compris des actions très opérationnelles de promotion commerciale. Ça nous permet également une assez bonne mobilité de nos collaborateurs d'une enseigne à l'autre, d'un territoire à l'autre. Et est-ce que tu as voulu essayer de préserver une seule culture d'entreprise, ou est-ce que tu peux dire, parce que je crois en plus il y a 6 enseignes, est-ce que tu peux dire qu'il y a quand même une culture, peut-être plusieurs cultures, ou une culture chapeau et des sous-cultures? Alors, déjà, il y a une difficulté parce qu'au fur et à mesure qu'on se développe, évidemment, le lien personnel, qu'en tout cas le dirigeant, c'est-à-dire moi-même, peut avoir avec les collaborateurs, se distend. Donc, c'est un exercice subtil d'essayer de maintenir cette culture d'entreprise. Je vais en parler au même moment où
on se développe, et où d'ailleurs on est tenu de se développer assez rapidement. Alors, je pense malgré tout j'ai réussi à préserver cette culture. Je pourrais l'exposer si tu le souhaites. Mais bien évidemment, a fortiori, on s'étant développé beaucoup par croissance externe, il faut essayer de marier cette culture d'origine, cette culture groupe, avec celle des entreprises qu'on intègre, pardon. C'est un exercice assez subtil. Et d'ailleurs, à l'intérieur du groupe, en fait, on a deux filiales principales, Tereva dans la distribution de second œuvre technique des bâtiments et Mabeo Industrie pour les fournitures industrielles et les équipements de protection individuelle. Ces deux filiales, à elles seules, représentent 85% du chiffre d'affaires global. Et bien de l'une à l'autre, ou avec les filiales plus petites et plus spécialisées, on n'a pas exactement les mêmes cultures d'entreprise, mais ça tient plutôt au métier. Par exemple, fourniture industrielle, ça se vérifie d'ailleurs dans les niveaux de formation des collaborateurs. On a des gens qui sont probablement plus pointus sur le plan technique, mais moins commerçants, ce qui me désole parfois, moins commerçants que dans notre activité bâtiment, où je dirais par nature, il y a une relation personnelle qui est très forte. Alors, comment tu décris la culture du groupe? Alors, même s'il y a un peu des sous-cultures en fonction de chacune de ces entités, mais tu pourrais dire quoi? Qu'est-ce qui a été finalement la clé du succès, ce qui a fait que le groupe Martin Bolézou a une singularité, a quelque chose de spécial? Je ne sais pas si c'est une singularité. En tout cas, nous, on travaille beaucoup sur la notion de respect. Alors, je me corrige en étant bien conscient, dans le cadre de mon entreprise, mais également au MEDEF, qu'il faut se garder des slogans qui ne correspondent pas à des réalités. Pour autant, on est très axé sur cette notion de respect de nos collaborateurs, de respect de nos clients, de nos fournisseurs, des territoires dans lesquels on œuvre, sans aucune naïveté. Hein. Le respect, c'est pas la faiblesse. Hein. Mais on joue beaucoup là-dessus. Alors concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la considération pour les individus. Je pense par exemple qu'on est exemplaire, je n'hésite pas à le dire, sur l'intégration de nos collaborateurs. On investit beaucoup là-dessus, en termes de découverte de l'entreprise, en termes de formation managériale, technique, mais également sur le plan de la relation humaine, y compris à des niveaux de qualification assez faibles. Nos collaborateurs passent à peu près au moins un mois, en découverte de l'entreprise. Moi, autant que faire se peut, je les reçois. On passe du temps avec eux. On parle le cas échéant de la pluie et du beau temps, hein, parce que c'est pas du temps perdu. Voilà. Et ensuite, en injectant au fil des ans de plus en plus de process, mais quand même, on essaie d'avoir ce suivi individualisé, d'organiser des événements qui permettent, quel que soit le niveau hiérarchique, quelle que soit l'implantation géographique aux uns aux autres, de se rencontrer. Par exemple, évidemment, on n'a pas pu le faire depuis un an. On a un tournoi de foot. Moi, je suis pas un grand footeux, je suis plutôt rugbyman. Mais pour situer les choses, quand on organise ce tournoi, on a plus de 50% de l'effectif du groupe qui se déplace le week-end pour y assister, pas forcément pour jouer. Mais voilà, c'est un facteur d'ambiance. Alors ça paraît peut-être un peu ringard, mais j'assume totalement. Voilà, c'est le respect. Et idem avec les clients. Alors on a des clients mauvais payeurs, on a des clients de mauvaise foi. Heureusement, c'est pas la majorité de l'espèce. Là non plus, je suis pas naïf, mais on s'emploie à travailler dans la durée avec ces clients, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Alors dis-moi, tu as parlé de process, tu as parlé moi je voudrais parler de passage à l'échelle, parce que c'est vraiment un challenge fondamental des entreprises françaises aussi, de passer ces différents stades pour grossir. Donc toi, tu as vraiment un super recul là-dessus, puisque tu es passé effectivement d'un acteur régional à un acteur national, multi-activité, etc. Donc aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entreprises pour réussir ce passage à l'échelle? Est-ce que c'est des process qu'il faut mettre en place? Est-ce que c'est un middle management de qualité? Est-ce que c'est un codir aligné? C'est quoi, à ton avis, ce qui est vraiment important pour réussir à passer à l'échelle? Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. On essaie bien sûr d'écrire une stratégie,
d'identifier les leviers en matière de croissance organique, en matière de croissance externe, mais après, il y a des opportunités. Donc, les choses ne se passent jamais ni en bien ni en mal, exactement comme on les a écrites. Mais je crois que le préalable à tout, c'est deux choses. D'abord, d'avoir les moyens de ses ambitions, ce qui ne veut pas dire que on doit être ceinture et bretelles. Hein. Il y a des prises de risque. Hein. J'évoquais tout à l'heure l'acquisition qu'on avait faite en 91, c'était une prise de risque majeure. Et il n'en demeure pas moins que c'est important d'avoir des moyens financiers. Et bon, je pense que même s'il faut se garder d'en faire une généralité, des entreprises familiales ont, de ce point de vue, des approches non pas conservatrices mais prudentes, que je qualifierais quasiment de paysannes, hein, c'est-à-dire on dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Ne pas hésiter à investir sur les ressources humaines. Et nous, au rythme auquel on se développe, je reconnais qu'on est toujours un peu court en réservoir de personnel compétent et disponible, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe. Mais voilà, c'est les deux piliers fondamentaux, avoir les moyens financiers, avoir les ressources humaines. Et puis bon, il y a une deuxième dimension qui est beaucoup plus subjective ou psychologique. Il faut beaucoup de détermination. De manière un peu taquine, j'évoquais tout à l'heure les consultants. On fait quand même appel à des consultants, hein, je me corrige. Mais les consultants ont un talent singulier pour expliquer où sont les problèmes. Et c'est très inhibant au bout du compte. Là aussi, c'est peut-être une caractéristique des entreprises familiales, en tout cas celles dont le capital est très concentré et qui peuvent être des groupes gigantesques. Hein. C'est un peu le cas de LVMH ou de Kering, hein, d'une certaine manière. Je me garderai de me comparer à ces fleurons. On a finalement comment on joue son argent, comment on joue sa position. On est capable de prendre des risques qui, sur le papier, peuvent paraître inconsidérés ou irrationnels. Et en fait, c'est un vrai avantage comparatif. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de faire des acquisitions où on était outsider, mais parce que on avait cette capacité, ou j'avais cette capacité à faire tapis, on dirait les joueurs de poker, et sans avoir à consulter la France et la Navarre, sans se faire des nœuds dans le cerveau, de prendre ce risque. Et tu t'es peur un peu des fois? Bien sûr, mais c'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant. Je ne ferais pas ce métier si je n'aimais pas me faire peur. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans le métier d'entrepreneur, en fait? C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Donc, finalement, c'est quoi le côté excitant et puis le côté galère aussi, on peut le dire, on peut en parler. Oui, bien sûr. Alors ça aussi, c'est très subjectif. Moi, ce que j'aime bien, c'est construire. J'en avais pas les moindres compétences, mais dans ma jeunesse, je m'étais demandé si je voulais pas devenir architecte. Donc, il doit y avoir un peu de ça. C'est grisant d'une certaine manière. Il faut se garder d'être grisé d'ailleurs, mais de se dire voilà, je bâtis quelque chose. J'ai pris des risques, ça a marché ou pas marché, mais finalement c'est ma seule responsabilité. Voilà, donc cette impression, en tout cas, qui correspond à une réalité, hein, de bâtir quelque chose. Et puis avec un angle particulier s'agissant d'une entreprise familiale et ancestrale, l'idée que finalement on assume un héritage et qu'on le fait prospérer, enfin c'est quasiment la parabole des talents, hein, d'une certaine manière. Et peut-être l'idée que ça continuera après. Et tu as envie que ça continue après? C'est quelque chose pour toi d'important de préserver ce caractère familial? Oui, mais j'en fais pas une obsession parce que moi j'ai bien observé un certain nombre d'acquisitions qu'on a faites, ou en tout cas d'opportunités d'acquisition dans bon nombre de cas s'agissant d'entreprises familiales. Il avait été imposé à un rejeton de prendre la suite alors qu'il n'en avait pas envie, ou qu'en en ayant envie, il n'en avait pas les capacités. Donc, j'évoquais tout à l'heure les joies et les peines des entreprises familiales. Il faut certainement pas imposer à un descendant de reprendre les manettes, indépendamment d'ailleurs des enjeux d'équité que ça peut présenter entre différents enfants de différentes branches. Donc, j'en fais pas une obsession. Ce qui prime pour moi, c'est la pérennité de l'entreprise, hein, pas nécessairement de l'entreprise dans le cadre familial. Bien évidemment, si ça peut se produire, moi je serais content.
Ouais. Et, euh, et dis-moi, un des points très importants aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai vu, tu as réussi à structurer aussi ton groupe, à structurer un CODIR important, surtout que tes activités au MEDEF te prennent énormément de temps, je crois. Donc, comment arriver à avoir ce double job, à la fois président du groupe et à la fois président délégué du MEDEF? Oui, alors je vais commencer par une boutade qui n'en est pas une et qui n'est pas à mon honneur. Le groupe n'a jamais aussi bien marché que depuis que je m'en occupe moins. Voilà, mais c'était une épreuve de vérité, à vrai dire. Compte tenu de notre développement et de nos ambitions, moi j'ai un peu changé mon fusil d'épaule il y a quelques années, c'est-à-dire que là où on faisait quasi systématiquement de la promotion interne, je me suis dit que face à ce rythme de développement, face à l'évolution profonde de notre métier, des technologies comme dans tous les secteurs d'activité, il ne serait pas inintéressant d'aller chercher des compétences de haut niveau à l'extérieur. Et donc on a en quelque sorte oxygéné notre politique RH et enrichi à différents niveaux, mais singulièrement au niveau du comité de direction groupe et du directoire d'ailleurs. On a intégré des compétences externes. Ça marche pas à tous les coups, hein, chacun le sait. Moi, j'ai essuyé un échec de ce point de vue, mais l'essentiel, c'est de l'identifier rapidement et de le traiter. Mais sur les derniers recrutements de haut ou très haut niveau, toujours à l'échelle de notre entreprise, hein, qu'on a pu faire ces dernières années, c'est-à-dire que j'ai eu plutôt la main heureuse en précisant qu'on a une gouvernance qui, je pense, assez éclairée. C'est pas de mon fait, mais typiquement, on a un conseil de surveillance, assez curieusement, qui est très, très, très majoritairement composé d'administrateurs indépendants. Et que délibérément, je suis allé chercher sur des profils bienveillants, mais quand même exigeants et très diversifiés. Et c'est là que je voulais atterrir. Notre conseil de surveillance est étroitement associé au recrutement des cadres dirigeants. Alors moi, je consacre à peu près 80% de mon temps au MEDEF, et c'est pas des semaines de 35 heures, évidemment, mais on est tous très occupés. Et finalement, ça a un effet paradoxalement positif, hein, c'est-à-dire que ça m'a amené plus encore à déléguer, à faire confiance, évidemment à contrôler quand même. On a des systèmes de reporting qui sont très light, mais je pense assez pointus. Et puis surtout une relation humaine très confiante, très fluide et pas du tout formelle au sein de l'équipe dirigeante. Donc pour l'instant, ça marche. Ouais, écoute, le MEDEF, là, ça te permet d'avoir une magnifique plateforme d'observation. Tu l'avais déjà au niveau régional, je crois qu'il était très impliqué. Maintenant, c'est au niveau national. Donc, qu'est-ce que tu retires comme enseignement quand tu vois comme ça beaucoup d'entreprises françaises? Qu'est-ce qui freine leur développement? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour accélérer leur développement? Je ne conseillerais pas aux entreprises elles-mêmes, mais à leurs dirigeants de lever le nez du guidon. Je crois que c'est le travers de beaucoup de dirigeants, ça a été le mien pendant longtemps, hein, d'être dans la maîtrise. Il faut être dans la maîtrise, mais pas dans l'excès de maîtrise. Je veux dire par là que on est souvent tenté de vouloir tout contrôler et de connaître sur le bout des doigts son entreprise, son secteur d'activité. Ce qui est pas en première approche critiquable, à part que surtout dans le monde très évolutif que l'on connaît, on passe à côté d'observations, on passe à côté d'idées, on passe à côté d'opportunités. Et moi, je reconnais que même si évidemment je le fais pas pour ça, ma position au MEDEF me permet de voir des choses dont j'avais absolument pas conscience, ou en tout cas vaguement conscience uniquement à travers la presse, je dirais, de voir ça de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus précise, de rencontrer des gens dans des environnements complètement différents, d'origine et de parcours complètement différents. Et je disais, je fais pas ça pour ça, mais le MEDEF m'enrichit beaucoup, enrichit beaucoup mon entreprise par l'observation en définitive de ce qui se passe dans d'autres secteurs, dans d'autres géographies. Donc c'est très stimulant. Donne-nous un exemple, par exemple, de ce qu'a fait ton directeur général ou l'un de tes directeurs de filiale qui t'a vraiment surpris et qui était quelque chose que tu n'aurais pas fait toi-même. Typiquement, là, on est en train, dans le cadre d'un plan stratégique qu'on est en train de finaliser, on est en train de s'interroger sur
des diversifications. Alors, on va pas fabriquer de la confiture de fraises, c'est un métier beaucoup trop pointu pour nous, mais donc on reste quand même dans l'environnement de notre core business. Un de mes 3 directeurs généraux m'a fait des propositions de ce point de vue, donc en termes de diversification produits-marché, auquel j'aurais pas pensé. Mais quand même, j'en reviens à ça, c'est moi qui... le jour où je viens dans l'entreprise, qui les stimule pour ne pas dire que je les emmerde, en leur disant j'ai vu ci, j'ai vu ça, ouvrez vos œillères, sortez de votre couloir de nage. Et donc voilà, c'est une alchimie dont je me garde de prétendre qu'elle est imparable et exemplaire, mais enfin c'est quand même une alchimie qui est assez fructueuse en croisant les regards, les perceptions, les ressentis qu'on peut avoir à l'intérieur, depuis l'intérieur de l'entreprise et pour ce qui me concerne depuis quasiment l'extérieur de l'entreprise. Donc voilà, moi mes DG me donnent entière satisfaction parce qu'ils sont en train d'évoluer de ce point de vue et d'être plus créatifs. Et est-ce que tu penses que tu as réussi, enfin les DG réussissent à garder l'âme de l'entreprise, à garder la dynamique que tu avais insufflée dès le départ? Oui, alors c'est comme toutes les autres, une excellente question et qui est d'autant plus pertinente que je le disais tout à l'heure. En fait, mes 3 DG viennent de l'extérieur. Alors pour 2 d'entre eux de l'extérieur, mais ayant exercé dans cet environnement professionnel, et pour le 3e qui est à la tête de la plus grosse filiale, venant d'un horizon professionnel complètement décalé, puisque il était cadre dirigeant chez SFR. Donc, moi, je fais pas du tout dans la téléphonie. Et donc, il y a de vraies difficultés. Enfin, on augmente la difficulté en allant chercher des personnes qui, par définition, venant de l'extérieur, n'ont pas partagé la culture et l'histoire de l'entreprise auparavant. C'est une dimension à laquelle j'ai été très attentif. Le conseil de surveillance, qui donc est impliqué dans ce recrutement, également très attentif, que de flairer, parce que ça ne se rationalise pas complètement, de flairer si ces personnes qu'on a intégrées s'adapteraient et en même temps auraient la capacité de faire évoluer la culture d'entreprise. Il se trouve que ça a marché. Donc c'est vraiment un travail de compatibilité, de flair, et là l'importance, j'entends l'importance du conseil de surveillance sur lequel toi tu te reposes pas mal. En fait, c'est des gens qui sont très impliqués dans le suivi. Ouais, très impliqués. À nouveau des personnalités, des expériences et des expertises diverses et complémentaires, mais ils ont la gentillesse, malgré des jetons de présence dérisoires, de consacrer à l'entreprise le temps que je leur demande. Ça peut être sur des sujets stratégiques, ça peut être sur des opportunités de croissance externe, ça peut être sur des recrutements. Donc, et donc je les sollicite beaucoup et se prêtent à l'exercice avec beaucoup de bonne volonté. J'espère en tout cas un grand intérêt. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Bravo pour vraiment ce parcours assez remarquable, cette croissance. Une dernière question, si tu prends un peu de recul par rapport à tout ça, qu'est-ce conseil tu donnerais aux entreprises, aux dirigeants plutôt, à un dirigeant d'entreprise pour continuer à se développer, pour préserver son âme? Tu sais que nous on parle beaucoup de culture d'entreprise, d'alignement d'entreprise autour de leur culture. Est-ce que c'est des choses qui pour toi sont importants, et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur pour passer comme ça des étapes successives et dans la durée? Je te fais une réponse un peu paradoxale. Je pense que le jour où on n'a plus faim, il faut arrêter. Et donc il faut se surveiller, alors pas sur le plan de l'hygiène personnelle parce que je suis un contre-exemple parfait, mais sur le plan du mental, et se dire que si on se lève pas tous les matins en étant passionné et en ayant envie d'aller plus loin, peu importe la manière, c'est que le ressort est cassé. Donc c'est le truc qu'il faut entretenir et surveiller attentivement. Premier point. Deuxième point, mais je l'ai évoqué déjà, être vraiment à l'affût des opportunités, pas pour sauter sur tout ce qui bouge évidemment, mais en se disant que c'est pas parce qu'on est confortable à un moment donné qu'on le sera le lendemain. L'environnement évolue tellement vite qu'il faut être le plus possible en avance de phase.
Et donc, je conclue là-dessus, s'organiser pour consciemment ou inconsciemment, je dirais, se laisser du temps de presque de rêverie. Se dire voilà, bon, tiens, dans un monde idéal, qu'est-ce que je ferais? Parce que sinon, on s'auto-censure et on se sclérose. Écoute, Patrick, un énorme merci pour ce témoignage. Je trouve que moi, j'ai adoré cette notion de lâcher prise, cette notion de prise de recul, cette notion effectivement de capacité à se garder un petit peu de temps. Et bravo pour les étapes franchies. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Je crois que Patrick est un bon exemple d'entreprise familiale qui a réussi à passer des étapes incroyables avec une véritable accélération. Et merci encore aussi, Patrick, pour ce que tu fais pour le MEDEF et pour toutes les entreprises françaises. C'est vraiment formidable. Oui, enfin, pour te dire, j'ai encore une fringale terrible et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est de la bibine. Faut passer le cap, là. Faut passer une étape, là. Ouais, largement. Patrick, un grand merci. Merci à tous pour votre écoute et au prochain épisode.